Nous sommes toujours avec le colonel Goya, Gilles Delafont, François Clémenceau et Catherine Gentil de Cannes-Côte. Pas de progrès significatif pour une sortie de crise en Israël. Hier, Joe Biden a solennellement demandé au Premier ministre d'envoyer une équipe à Washington pour discuter des façons de cibler le Hamas sans mener une vaste offensive terrestre à Rafah. Vous le savez que Netanyahou a encore confirmé hier qu'il y aurait une opération à Rafah. Juste un mot avant d'en venir à la principale raison de notre intérêt pour Israël ce matin, c'est-à-dire la solution à deux États. Est-ce que c'est vraiment une solution ? D'abord, l'injonction que fait Joe Biden. On a l'impression que ça tourne à vide, Catherine Gentil. Depuis des mois, il n'arrive pas à faire trembler le bras des Israéliens, et de Netanyahou en particulier, dans sa quête d'éradication du Hamas. Oui, cette affaire de Gaza restera comme le symbole de l'impuissance de l'administration Biden et qui mène à un drame humanitaire. Les associations, les organisations humanitaires, justement, n'ont plus suffisamment de mots pour décrire la détresse de ce qui se passe à Gaza, avec des milliers d'enfants qui ont été tués, des gens menacés par la famine, etc. Et Joe Biden, dans ces circonstances, effectivement, a demandé à ce que une équipe israélienne avec les services de renseignement vienne à Washington pour essayer d'empêcher cette attaque sur Rafah, où il y a plus d'1 million de personnes réfugiées, pour éviter justement un massacre. On va voir s'il réussit à les convaincre cette fois-ci, mais jusqu'à maintenant, ça n'a jamais marché. Juste un mot, François. Joe Biden, en revanche, il convainc les Américains, ses compatriotes, qu'ils n'arrivent à rien avec Netanyahou. C'est cela la réalité. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'il est dans une forme de piège. C'est-à-dire que, évidemment, il ne peut pas désavouer Israël jusqu'à lâcher Israël. Parce qu'il y a un consensus de toute façon au sein de cette population américaine, républicains et démocrates confondus, pour faire en sorte que Israël reste l'allié des États-Unis au Proche et au Moyen-Orient. À partir de là, comment vous pouvez trouver la marge de manœuvre qui vous permet, comme on dit, de tordre le bras d'Israël, c'est-à-dire de lui faire renoncer à un certain nombre de ses actions. C'est toute la difficulté. Et quand vous recevez, par exemple, Benny Gantz à Washington, sans l'autorisation du Premier ministre, alors que c'est son principal opposant, même s'il fait partie du cabinet de guerre aujourd'hui, quand le leader de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, dit que il faut attendre que Netanyahou tombe, parce que politiquement, on ne peut plus le soutenir. Quand vous avez Tony Blinken, je veux dire, le ministre des Affaires étrangères, qui lui-même est son beau-père est un rescapé de la Shoah, vous pouvez pas trouver quelqu'un qui soit plus, meilleur soutien de la cause d'Israël, et que, effectivement, voyage après voyage, intervention après intervention, ils s'aperçoivent qu'ils n'obtiennent rien de la part de Benjamin Netanyahou. Oui, c'est un constat d'échec, mais cet échec-là, bien sûr que c'est un échec américain, mais c'est surtout et avant tout l'échec d'Israël. L'échec d'Israël à pouvoir comprendre que leur allié principal, doit rester leur allié. Et l'échec principal d'Israël a anticipé sur l'étape suivante. Et on en vient à cette conviction que vous avez exprimée dans un long papier à l'Institut Thomas More, Gilles Delafont, Israël-Palestine, l'impossible solution à deux États. Depuis le 7 octobre, ils sont nombreux à avoir dit « c'est ça l'avenir ». Il va falloir mettre en place cette solution à deux États. Cette crise épouvantable du 7 octobre, elle remet cette solution sur la table. Cela passe enfin par un élan décisif et irréversible pour mettre en œuvre la solution des deux États. Si nous nous tournons vers l'avenir, la seule véritable solution est celle de deux États. Nous devrions travailler ensemble sur des mesures concrètes pour garantir la perspective de deux États, qui est la seule solution durable à long terme. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a plaidé pour la création d'un État palestinien indépendant et souverain. Nous continuerons à travailler avec toutes les parties de la communauté internationale pour pousser le Conseil de sécurité à promouvoir une solution à deux États et parvenir à une paix et une stabilité à long terme au Moyen-Orient. Quasi-unanimité des grandes nations autour de cette solution. Jacques Partouche, vous avez lu le plaidoyer, ou plutôt le réquisitoire de Gilles Delafont sur cette solution à deux États qui semble être la seule issue
à la situation régionale. Effectivement, une trentaine de pages que j'ai juste ici. D'abord, il faut rappeler avant de commencer que cette solution à 2 États, elle est vieille comme le monde, j'ai envie de dire. Elle date d'une résolution de l'ONU de novembre 47 qui prévoit à ce moment-là, qui vote en fait à ce moment-là, un partage effectivement entre les deux entités. Jamais la partie arabe n'a accepté et depuis, les deux parties sont en guerre. Pourtant, l'histoire l'a prouvé, signer des accords de paix entre les deux États est possible. La preuve avec les accords d'Oslo de 93, cette fameuse poignée de main devenue légendaire qui donne pour la première fois une base légale à un encadrement des frontières. Sauf que vous dites, croire que la situation des années 90 est la même qu'aujourd'hui revient à se berner d'illusions. Pour que la solution à 2 États soit viable, il faut 4 prérequis. Une volonté israélienne, une volonté palestinienne, une détermination farouche des États-Unis et un consensus de la communauté internationale. Rien de tout cela n'existe aujourd'hui. D'abord, la volonté israélienne. Le gouvernement actuel est le plus opposé à toutes les concessions palestiniennes de toute l'histoire de l'État d'Israël. Le Premier ministre, d'abord Benjamin Netanyahou, n'est là que parce qu'il a fait une coalition avec l'extrême droite qui est ouvertement anti-palestinienne, ça c'est un. Et puis même la Knesset est aujourd'hui quasiment constituée de partis politiques opposés à l'idée de céder du territoire. Vous avez 4 sièges seulement pour la gauche, contrairement à 44 à l'époque de Yitzhak Rabin. Et vous dites que de toute façon, même le départ de Benjamin Netanyahou ne change rien, puisque l'opinion israélienne a changé. Septembre 2023, un mois avant le massacre du 7 octobre, seuls 35% des Israéliens estimaient qu'une coexistence pacifique était possible. C'était 15 points de plus il y a justement 15 ans. Côté palestinien, entre une autorité palestinienne dévitalisée et un Hamas qui est devenu incontournable, eh bien les discussions sont quasi nulles. Vous avez 3 entités géographiques, à savoir Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est, avec 2 partis politiques à couteau tiré. D'un côté, l'autorité palestinienne qui est plutôt pour cette fameuse solution à 2 États. De l'autre, le Hamas qui est fermement opposé à l'existence de l'État d'Israël. Sauf que le premier s'efface au profit du second. Selon un sondage réalisé un mois tout pile après le massacre du 7 octobre, les 3/4 des Palestiniens soutenaient l'opération du Hamas du 7 octobre. Donc miser aujourd'hui sur la disparition du Hamas pour négocier est une erreur. Vous dites la guerre a conféré au Hamas un statut qu'aucun futur leader palestinien ne pourra ignorer. Extrait d'un média israélien un mois après le 7 octobre. 3. La détermination des États-Unis, qui n'est de toute évidence absolument plus la même aujourd'hui que ce qu'elle était il y a 30 ans. D'abord, il y a 30 ans, les États-Unis avaient tout intérêt à s'attaquer au dossier palestinien pour réimposer leur diplomatie aux pays arabes. Aujourd'hui, les États-Unis sont dans une situation totalement différente, avec un Joe Biden isolé sous la pression à la fois de son Congrès et de la jeunesse démocrate, une pression extrêmement difficile à gérer, en plus du fait que les États-Unis ne peuvent plus parrainer seuls cette fameuse solution à 2 États. Les États-Unis auront clairement affaire à forte partie s'ils entendent gérer seuls l'instauration de cette solution. Trop de pays sont entrés en ligne de compte. Vous dites la Chine, la Turquie, la Russie, l'Iran, les pays du Golfe, tous ont aujourd'hui une carte à jouer. Vous dites les plus grandes puissances répètent à l'envi ce slogan qui n'engage à rien. Elles n'en sont pas moins en désaccord total avec les modalités. Une fois ces 4 prérequis totalement écartés, reste bien sûr la question du territoire. Une occasion a été très probablement manquée il y a 50 ans. Vous dites aujourd'hui, il est beaucoup trop tard. Avec 650 000 colons israéliens, comment composer ? Ce découpage devient un véritable casse-tête. Et je ne vous parle pas là de la bande de Gaza qui est encore un autre sujet. Vous dites s'affranchir de la solution à 2 États pour envisager la paix, c'est la solution. S'attacher à cet unique modèle ne permet pas d'envisager d'autres possibilités. Et vous donnez des exemples. Que se passerait-il, par exemple, si les Palestiniens, attestant l'impossibilité d'avoir leur État, renonçaient à leur statut de réfugiés et réclamaient les mêmes droits que les Arabes israéliens ? Je vous rappelle qu'ils sont 2 millions aujourd'hui en Israël. Ou encore la constitution d'une confédération, pourquoi pas, ou même d'un État unique binational. Toutes ces perspectives ont été envisagées au moins une fois, mais très vite écartées au profit de cette solution illusoire à 2 États. Merci Jade pour ce résumé très précis de la démonstration donc, que vous faites, Gilles. Colonel Goya, est-ce que vous êtes d'accord ? La solution à 2 États, pour toutes ces raisons, eh bien, ça n'est surtout pas la solution pour la paix dans la région. Oui, je suis d'accord sur le constat, bien sûr. C'est en tout cas pas la solution en l'état actuel des choses et sans doute pas avant longtemps. Il faudrait effectivement, à partir du moment déjà simplement où vous avez 650 000 colons en Cisjordanie et à Jérusalem, c'est quasiment inconcevable d'imaginer de faire de toute cette région un État indépendant, un État palestinien indépendant. Et pourtant, vous avez entendu tout à l'heure tous les grands de ce monde qui disent qu'il n'y a qu'une solution. Tout le monde le dit. Mais tout le monde le dit, mais et vous nous dites non.
On a tort de le dire. Actuellement, il n'y a aucune solution, il faut être clair, il n'y a aucune solution viable, soit, c'est ce qu'a expliqué Elie Barnaby, soit un effort considérable de l'État d'Israël, donc ça supposerait un changement complet du gouvernement, un gouvernement courageux, avec cette particularité en Israël que le gouvernement courageux tombe. On ne peut pas être globalement contre l'opinion, contre la Knesset. Et donc, à moins d'avoir un gouvernement courageux qui dise « Ok, nous, on prend l'initiative, on accepte, mais dans ce cas-là, quid des 650 000 colons? Est-ce qu'il faut les rapatrier comme les 8 000 qui étaient dans la bande de Gaza? Et ça, c'est quasiment une petite guerre civile, ça impliquerait une petite guerre civile à l'intérieur d'Israël. Non, l'effort... Les solutions, on en a, mais l'effort qu'il y aurait à faire pour les atteindre est tellement grand que c'est inconcevable et que les Israéliens préfèrent continuer à taper, préfèrent la sécurité que essayer d'atteindre cette... Ce que dit aussi Gilles Delafont, ce que vous dites, Gilles, vous êtes là, c'est que la solution à 2 États, qui est donc répétée à longueur de temps, elle empêche de penser autrement et une autre solution. Et que donc, il faudrait... arrêter de la brandir comme l'horizon indépassable de la région. Il y a un point que je voudrais souligner très important. Vous avez dit plaidoyer, réquisitoire. Non, il faut qu'on sorte sur ce dossier du pour ou du contre. Je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. Je dis juste, si les diplomaties mettent en avant cette solution à 2 États, la question qu'on doit se poser, c'est celle de sa faisabilité. C'est pas pour ou contre. Or, sa faisabilité aujourd'hui, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible pour toutes les raisons qu'a bien énuméré Djihad. Et il y a un autre point qui est celui du territoire, c'est-à-dire ça n'est pas viable. Ça n'est pas viable techniquement. Et pourquoi toutes les diplomaties le mettent en avant? Parce que ça évite effectivement de réfléchir. À un moment, si vous regardez le dossier, vous devez vous dire comment on va faire. Il y a un trend, il y a un courant qui est en train de se faire, et effectivement, c'est ce que je soulignais, c'est-à-dire que, de fait, vous avez 2 peuples qui vivent sur une même terre, avec un peuple qui n'a pas les mêmes droits qu'un autre. Le jour où il va se réveiller et où il va dire finalement, j'oublie l'État palestinien, mais je veux un passeport israélien. Qu'est-ce qu'on va faire, là? C'est ça, la vraie question. Et alors? Vous dites quoi? Je dis rien, je pose des questions. Moi, je dis juste, voilà... Oui, mais à ce moment... Vas-y. Non, mais moi, je suis totalement d'accord sur le constat. L'infaisabilité aujourd'hui. Après, la solution de rechange à laquelle on doit travailler, c'est-à-dire, par exemple, la Confédération ou l'État binational, appelez ça comme on veut, quelle est la faisabilité de la Confédération? Le seul qui y a pensé côté palestinien de façon à peu près raisonnable, articulée, etc., c'est Mohamed Dahlan, l'ancien chef de la sécurité palestinienne à Gaza, lui-même issu de Gaza, et qui dit... On ne peut pas y arriver, les 2 États. Donc, il faut trouver une formule. La question, c'est de savoir si cette formule... Les alternatives ne sont pas faisables non plus? Non, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Non, alors aujourd'hui, non. Aujourd'hui, 19 mars, non, il y a la guerre. Israël mène la guerre à Gaza après le 7 octobre. Tout le monde demain non plus. Mais demain non plus. à moins que, et donc vous êtes obligé d'aligner des si, et des si, à moins que Netanyahou disparaissent d'une façon ou d'une autre, politiquement, en tout cas, qu'ils soient remplacés par une autre forme de majorité, que la proportionnelle en Israël, éventuellement, un jour, soit amendée pour faire en sorte qu'il n'y ait plus cette sorte de mosaïque absolument indépassable et qui fait que tout le monde est l'otage de tout le monde et résultat, rien ne se passe, à moins que... À moins que les Palestiniens changent aussi, ne soient pas dominés politiquement par le Hamas, à moins que, il n'y a pas qu'Israël. Et à moins que l'Arabie Saoudite se serve de façon courageuse également de son pouvoir, puisqu'elle était sur le point de signer un accord de normalisation avec Israël, disent, si vous voulez cette normalisation, voilà comment moi je veux influer financièrement, économiquement, politiquement, diplomatiquement sur... l'une des solutions, pas forcément la solution à 2 États. Mais ce qui est intéressant, ce qui me frappe quand même, c'est que les diplomaties, encore une fois, des pays les plus puissants et amis d'Israël, et qui aussi amis du peuple palestinien, continuent de dire que c'est la solution. Et si ça n'est pas la solution, qu'est-ce qui les empêche de penser autrement? Mais parce qu'en fait, en dehors d'une solution à 2 États, il n'y a pas qui pour l'instant, en effet, n'est pas possible pour le 19 mars 2024, mais qui sera sûrement à terme la solution quand même, parce que toutes les autres ont bien sûr été étudiées. C'est pas une découverte aujourd'hui de se dire tiens, si on fait pas 2 États, que pourrait-on faire? Par exemple, ce qu'on appelle les Arabes israéliens, en fait, c'est les Palestiniens qui sont restés à l'intérieur de l'État d'Israël après 1948.
toutes les organisations humanitaires vous expliquent que ce sont quand même des citoyens de deuxième zone, donc avoir envie d'avoir un passeport israélien, c'est pas forcément leur objectif dans la vie. Et puis les Israéliens, ils sont confrontés aussi à une guerre démographique. Bien sûr. C'est-à-dire que si demain les Palestiniens deviennent des citoyens de l'État d'Israël, d'un point de vue démographique, les Palestiniens, à terme, dirigeront Israël. Donc c'est plus. Mais il y a une l'État autre certitude hébreu. aussi, c'est que le 1,5 million d'Arabes israéliens, si demain il y a un État palestinien, ils n'iront pas vivre dedans. Hein, oui, parce qu'économiquement, ils resteront vivre en Israël. Hein. Vous dites la solution, vous l'écrivez. La solution à 2 États, c'est trop tard. Oui, c'est trop tard. Je pense pas, mais bon. Je pense que c'est trop tard. C'est l'inverse, c'est trop tôt. Non, aujourd'hui, c'est pas possible. Mais à terme, je pense qu'il faudra de toute façon passer par là. Il suffit de regarder une carte de la Cisjordanie aujourd'hui pour voir que c'est trop tard. Et Elie Barnavi, qui a fait une tribune dans Le Monde hier pour prôner d'abord la paix, ce qui peut paraître légitime, qui est l'ancien ambassadeur d'Israël en France et un historien renommé, prône la solution à 2 États. Mais si vous lisez la tribune, il ne dit pas comment. Mais quand on discute avec lui, il dit ça passera par un affrontement avec les colons. Est-ce que Israël va déclencher une guerre civile pour créer un État palestinien ? Non. Non, mais on ne peut pas dire que on renonce à un État palestinien parce qu'il y a des colons qui se sont installés là et dire demain aux Russes, vous quittez le Donbass. C'est aussi qu'on est dans une période historique totalement inflammable où on ne peut pas faire ce que disent tout le temps les Palestiniens et d'autres, 2 poids, 2 mesures. Donc c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas s'arrêter à l'histoire des colons. Je pense que c'est vraiment le contre-exemple actuel. Ils peuvent contraindre un jour leurs colons. Mais bien sûr, ils l'ont fait à Gaza. Alors ils étaient infiniment moins nombreux. Ils étaient 5 000. Oui, ils étaient 5 000, là ils sont 200 000. La question, c'est que le parti, ce qu'on appelle en Israël le parti des colons, aujourd'hui est un parti minoritaire. Il ne survit et il n'accentue ses installations répétées en Cisjordanie qu'avec l'appui d'un parti de gouvernement, le Likoud en l'occurrence. Bien sûr. Mais ce Likoud, il n'est pas éternel. Rien ne dit qu'il va continuer à garder le même pourcentage de voix dans la population israélienne. Donc, préfigurer ce que sera le Likoud de demain, ce que sera le Parti des colons, ce que sera la gauche israélienne qui aujourd'hui est totalement affaiblie. Mais ça n'est pas, ça n'est pas gravé dans le marbre pour l'éternité. Vous ne dites pas trop tard, vous dites aussi trop tôt, colonel. Je prends l'évacuation militaire de Gaza en 2005, ça a servi un peu de test. En réalité, un éventuel État palestinien. D'abord, ça a été très difficile. Il y avait que 8000 colons. Ça a été très compliqué. Il y a eu des manifestations partout. Alors, il faut imaginer la même chose avec 650 000 évacués. Bon. Et ensuite, effectivement, il s'est formé un proto-État palestinien terroriste à proximité d'Israël. Donc pour tous les Israéliens, ils disent, écoutez, voilà, si c'est pour avoir en Cisjordanie aussi l'équivalent de ce qu'on a eu à Gaza, c'est pas possible. C'est pas possible. Tout dépend. Mais il y a un élément qu'il faut prendre en compte. Vous dites, oui, mais on peut éventuellement retirer les colons. Non. Pourquoi ? Parce que nous avons une société israélienne et une société palestinienne qui se sont, au cours des 20 dernières années, mais terriblement radicalisées. Vous n'aurez pas, je pense, de soutien en Israël au départ des colons. Je ne pense pas, au regard de ce que donnent les projections et du vote des jeunes Israéliens. Et côté palestinien, vous avez une radicalisation qui voit aujourd'hui les jeunes de Cisjordanie adhérer aux thèses du Hamas. Donc je ne vois pas concrètement comment on peut arriver à quelque chose sur cette base. Le Hamas mis entre parenthèses, et donc je ne le dis pas qu'il n'existera pas non plus, mais en l'occurrence, l'autorité palestinienne, née des accords d'Oslo, elle a parfaitement compris que de toute façon, si un jour il devait y avoir un État, un jour, parmi les 650 000 colons, il y en aurait probablement les 2/3 qui resteraient dans ce qu'on appelle les blocs de colonies, et que les seuls qui seraient amenés à devoir partir, à être évacués, ce sont les colonies isolées, ce sont les colonies sauvages. Les fameux échanges de territoire. Voilà, échanges de territoire. Les Palestiniens, l'autorité palestinienne, Arafat en l'occurrence, y était prêt. Donc, aujourd'hui, les choses ont changé. C'est vrai que ça n'est plus du tout les mêmes circonstances, mais les paramètres
restent, j'allais dire, sur la table. Donc il suffit de les rediscuter. Mais pas de la même avec façon. des personnes. Ils ont évolué les paramètres. Bien évidemment. Ils ont radicalement évolué. Vous avez une jeunesse d'un côté comme de l'autre qui est biberonnée à l'idée que les uns et les autres veulent leur mort respective. Exactement. Tout à fait. Mais on ne peut pas accepter non plus la question politique. que pose Jacques de façon extrêmement directe. On ne peut pas non plus accepter la politique du fait accompli parce que c'est exactement ce que veut un certain Vladimir Poutine. Donc, mais qu'est-ce qu'on fait depuis 30 ans ? C'est une vraie question. Ben, oui, mais justement, il y a eu des protestations. Quand on a vu la carte tout à l'heure des régimes autoritaires, etc., c'est justement le moment où on fait un peu le bilan, où on se rend compte quand même de la catastrophe qui guette. Oui, enfin la différence entre Vladimir Poutine et la société israélienne, c'est que la société israélienne, jusqu'à ce jour, est une démocratie. C'est pas le cas de Poutine. Non, mais je parle de la carte là. On voit qu'il y a de plus en plus de régimes autoritaires, et donc accepter la politique du fait accompli, c'est aller dans le sens de ces régimes-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est justement ce qu'il ne faut pas accepter. Merci en tout cas. L'Institut Thomas More a retrouvé donc votre tribune sur le site internet. Merci. Israël-Palestine, l'impossible solution à 2 États. To be continued quand on dit ce débat. Merci de nous avoir apporté des éléments en tout cas. Des arguments. Merci beaucoup, Colonel Goya. Merci à vous. Merci beaucoup, Gilles Delafont, François Clémenceau, Catherine Gentil, Jade, évidemment, à demain dans le temps de l'info.